Il y avait de l'espoir ce week-end avec le retrait de la chicane, la fameuse dernière chicane que tant critiquée ces dernières années. Malheureusement, je crois que le retrait n'a pas changé grand-chose, vous l'avez compris, on va parler du Grand Prix d'Espagne 2023 et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première action que j'ai sur ce Grand Prix, c'est qu'on s'est fait chier. Voilà, globalement. Alors, j'ai posté comme d'habitude sur les réseaux la petite vidéo des 5 points à retenir du Grand Prix. Et comme d'habitude, à la fin, je demande ce que vous en avez pensé de ce Grand Prix. J'ai donc eu quelques réactions, notamment sur TikTok. Et beaucoup ont trouvé qu'on s'était quand même sacrément ennuyé ce week-end, et en particulier ce dimanche. Un petit peu comme tous les Grands Prix d'Espagne finalement, mais j'avais envie quand même de souligner qu'on a quand même eu un peu de stratégie. On le sait, le Grand Prix d'Espagne, c'est un des Grands Prix qui use le plus les pneus de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de virages rapides, encore plus cette année, puisque les 2 derniers virages passent quasiment à fond, et qu'on n'a plus cette chicane qui vient casser la vitesse. Donc le pneu avant-gauche en particulier prend très très cher pendant la course, et en plus de ça, le goudron est très abrasif. Donc on a souvent beaucoup d'usure de pneus, et donc beaucoup d'arrêts, et donc potentiellement pas mal de stratégies. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin hier plutôt, avec une stratégie, avec plein de stratégies très différentes en fait. Et on avait un moment en piste des pneus durs, des pneus médiums, des pneus tendres. Alors, on va en reparler vers la fin quand on parlera de Charles Leclerc et de Ferrari. Il y a des stratégies qu'on comprend pas trop. Mais bon, on va vite passer là-dessus pour l'instant. C'est vrai qu'on a eu quand même une course plutôt de stratégie, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'en termes d'action en piste, c'était très difficile de dépasser. Même des pilotes qui étaient dans des voitures plutôt bonnes ont eu beaucoup de mal à remonter, voire même sont jamais remontés en fait. Et donc c'est vrai que de ce côté-là, chicane ou pas chicane, ça reste le Grand Prix d'Espagne et ça reste un des pires circuits de l'année pour dépasser. Beaucoup de courbes rapides, très difficiles de suivre, d'autant plus avec les voitures qui, on le sait, génèrent de plus en plus d'air turbulent, qui reviennent un petit peu finalement à une philosophie 2021. On va tout de suite passer à la deuxième réaction, qui est donc sur Mercedes, qui a réalisé une course, vraiment une très bonne course, un très bon week-end, surtout après le week-end difficile qu'ils ont vécu à Monaco. Les updates, ça y est, fonctionnent entre guillemets, j'ai envie de dire. Au moins, on a vu ce qu'elle valait vraiment sur une piste référence, comme est la piste de Barcelone. Et ça marche bien, ça marche mieux, et surtout, on a eu le droit à un super Grand Prix de la part des Mercedes en termes de tenue des gommes. C'est vraiment là le point important de la performance de Mercedes ce week-end. C'est surtout la performance en course. En qualif, ils n'étaient pas forcément les plus rapides, devancés notamment par Carlos Sainz par exemple sur la Ferrari. Mais en attendant, en course, ils ont vraiment tiré leur épingle du jeu avec une voiture qui n'usait pas les gommes. On sait que Barcelone, c'est un circuit qui utilise énormément les gommes, comme on l'a dit. Du coup, si on peut se permettre d'avoir une voiture qui tient bien ses pneumatiques, ça va être vraiment un gros avantage en course. Et là, ça a clairement été exploité par Mercedes, qui tire son premier relais en pneus soft usé pour Hamilton en plus, enfin déjà utilisé en qualification, jusqu'au 24e et 25e tour pour Hamilton et Russell. Ensuite, ça passe sur un train de médium. Et là, j'ai cru, naïvement peut-être, mais je me suis dit, honnêtement, on va y aller jusqu'au bout comme ça va tenir. Même si, effectivement, on aurait pu se dire, allez, on met des durs et on va au bout. Sur un train de médium, honnêtement, ça tenait bien. On a emmené quand même plus de 20 tours les pneus soft. Au final, on s'arrête tours 50 et 45 pour Hamilton et Russell pour repasser des pneus soft usés et pour essayer d'aller tout simplement plus vite. Voilà. Derrière, Pérez arrive pas vraiment à rattraper les deux Mercedes. Et on se dit qu'il pourrait rester, puisque Pérez fait médium dur, tout comme d'ailleurs son coéquipier Verstappen, quasiment au même tour. D'ailleurs, tour 27 pour Pérez, tour 26 pour Verstappen, pour le premier arrêt au stand. Donc on se dit, ça va finir comme ça, et potentiellement, les Mercedes vont devoir aller avec leurs pneus soft, rattraper un Pérez en perdition pneus durs, pour aller jouer tout simplement des positions sur le podium. Finalement, Pérez s'arrête en même temps qu'Hamilton au tour 50 pour chausser des pneus soft neufs et tenter d'aller claquer un temps. Ce qui n'est pas arrivé car il était garé, le Pérez. Mais on va en reparler plus tard dans le podcast, vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, ça nous donne une course quand même très bien maîtrisée de la part de Mercedes, avec une usure très faible. Est-ce que c'est dû aux nouvelles pièces, au concept, ou est-ce que c'est tout simplement la voiture, la philosophie de la voiture de base ?
je pense qu'il y a un peu des deux. La Mercedes n'est pas connue pour user trop ses gommes depuis 2 ans. Donc, je pense surtout que ça vient vraiment des qualités intrinsèques de la voiture, de ne pas trop user la gomme, contrairement à potentiellement la Ferrari. On sait que la Ferrari, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. La troisième réaction, pardon, c'est sur Max Verstappen. On va passer rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire honnêtement sur Max Verstappen qui s'est baladé, voilà, ce dimanche. Il est en full détente. Et honnêtement, aujourd'hui, maintenant, je dis même plus les Red Bull parce que ça fait 2 courses que c'est vraiment difficile. Même Miami, Perez était très loin d'être des kilomètres devant la concurrence. Il s'est fait rattraper en 20 tours. Verstappen était dans ses échappements. Donc, je dirais que depuis 3 courses, c'est même pas les Red Bull qui sont au-dessus, c'est la Red Bull de Verstappen et Verstappen. Clairement, il y a une combinaison qui marche parfaitement bien entre pilote, voiture, ingénieur, équipe, un peu comme à l'époque de Vettel finalement. Et c'est inarrêtable. Et honnêtement, c'est imbattable. Il s'est baladé et surtout ce qui fait très très peur, et j'ai vu beaucoup de monde dire ça sur Twitter et je suis plutôt très d'accord avec ça, c'est la quantité de rythme que Verstappen a encore en poche. C'est-à-dire que Verstappen, ça fait 3 courses, il nous donne pas son vrai rythme. Alors Monaco, c'était un petit peu différent avec tous les incidents qu'il y a pu y avoir, etc. Mais honnêtement, je pense qu'on n'a pas encore vu ce que la Red Bull était vraiment capable en course. En qualif, on le sait, c'est beaucoup plus proche cette année. C'est toujours la pole pour... à part à Bakou, c'est toujours la pole pour les Red Bull, mais c'est quand même... On sent que potentiellement, ils sont menacés sur certaines courses, etc. Après, ce qu'il faut nuancer, si vous n'êtes pas fan de Red Bull, j'essaie de vous sauver comme on peut. Ce qu'il faut se dire, c'est que Red Bull, quand même, était sur une piste ultra favorable. C'est un circuit designé pour la Red Bull. En tout cas, la Red Bull est designée pour ça, je ne sais pas. Mais clairement, virage rapide, il faut beaucoup de tenue de gomme. C'est vraiment le circuit parfait pour les Red Bull. Il va y en avoir d'autres qui seront moins adaptés. Après, vous réjouissez pas trop vite. Prochaine fois qu'on se retrouve, c'est dans 2 semaines au Canada. Canada, circuit de moteur, circuit de ligne droite. On sait que la Red Bull, dans la ligne droite, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va vite. Donc, clairement, à ce niveau-là, il va falloir progresser, tout simplement pour la concurrence, parce que Verstappen et Red Bull, ils sont sur une autre planète. Ils sont inatteignables en ce moment. En tout cas, ils paraissent vraiment inatteignables. Et si ce moteur Honda, Red Bull, technologie, décide pas de nous lâcher finalement, bah honnêtement, je crois que ça va être très 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 difficile d'aller chercher Max Verstappen à la régulière. Les Mercedes, ils sont absolument pas parvenus. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun moment où Verstappen est inquiété par les Mercedes, qui finissent à 24 secondes pour Hamilton, 32 pour Russell. Et on va peut-être en parler maintenant tant qu'on est sur les Red Bull. Sergio Pérez. Qu'est-ce qu'il nous fait, Sergio Pérez, depuis 2 courses, là, depuis 3 courses? Alors, Franck Montagny disait hier que le gros coup sur le moral de Pérez devait sûrement venir de Miami. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il y en a beaucoup qui parlent de Monaco, forcément, comme un tournant d'un point de vue mental pour Pérez. C'est vrai que Miami fait plus sens. Pérez partait en pole, Verstappen partait loin, il partait 9ème. Sauf qu'on l'a redit tout à l'heure, après vingtaine de tours, Verstappen est dans les échappements, il finit par gagner facilement la course, et Pérez avait clairement pas le rythme. On l'a vu, il avait même du mal à se détacher de Alonso qui était 2ème en début de course. Il y a un vrai problème, il y avait un vrai problème pour Pérez à cette course-là, un vrai manque de rythme, tout simplement par rapport à Verstappen. Après les 3 premières courses qui étaient vraiment très bonnes pour lui, notamment à Bakou où ça avait été très vite et avec la victoire. Là, c'était beaucoup plus difficile à Miami, et je pense effectivement, comme Franck Montagny, que c'est peut-être le premier coup au moral qui ensuite déteint en fait sur toutes les autres courses. Monaco, une erreur, on l'a dit la semaine dernière, une erreur grossière, il attaque beaucoup trop fort.
Et je pense qu'il veut surpiloter pour essayer d'aller chercher Verstappen, sauf que Verstappen, c'est un cran au-dessus, tout simplement. On en a parlé en début de saison, on parlait du Perez qui peut aller se battre pour le titre. Non, on a eu la même illusion l'année dernière en début d'année, et il a fini derrière, Leclerc, avec une voiture qui en fin de saison était clairement bien au-dessus de la Ferrari. Donc il y a un gap. C'est comme un Bottas qui me disait oui, moi tous les ans, à l'époque de la collaboration avec Hamilton, tous les débuts de saison, il arrivait à Melbourne en disant les gars, j'ai trouvé la solution, je sais comment battre Hamilton. Il l'a toujours pas trouvé la solution. D'ailleurs, il faudrait qu'il la trouve pour battre Guan Yu Zhou. On en reparlera. Bref, Perez est dans le dur, clairement, depuis 2 courses. Une erreur, encore une fois, en Q2. Il met les deux roues de droite sur le vibreur, sachant que la piste est encore grasse, donc les vibreurs sont humides et glissent énormément. Si vous êtes motard, vous le savez. Faut pas mettre tout simplement les roues sur les bancs de peinture quand c'est humide, parce que ça glisse énormément. C'est ce qu'il a fait. Résultat, ça loupe pas, il bloque les roues, tire tout droit dans le baquet gravier. De là, il essaye de recaler un temps derrière, hein, il avait le temps encore d'aller claquer des chronos. Malheureusement, il est loin, très loin, et il échoue à la 11e place. On passe pas en Q3 pour Perez. Et encore pire que ça, son temps, qui lui vaut donc la 11e place en Q2, est à 3 dixièmes de Piastri P10. C'est-à-dire qu'il n'a pas loupé le passage en Q3 pour quelques dixièmes, quelques millièmes, comme des fois ça se joue. Des fois les passages en Q2 puis après en Q3 se jouent à vraiment quelques millièmes ou quelques centièmes de seconde. Là, c'est 3 dixièmes pleins qui se prend dans la vue. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout que devant, c'est pas une Red Bull qui lui met 3 dixièmes, c'est Piastri sur une McLaren. Voilà. Alors, les McLaren étaient plutôt rapides en qualif, mais faut pas abuser quand même. Bref, j'ai envie de dire compliqué, clairement, pour notre Sergio Pérez national, qui s'effondre un petit peu mentalement là, et clairement tout le staff Red Bull qui est en train de le dégainer, de le déquiller. En interview, c'est même Christian Horner à la fin de la course là, qui disait tout simplement que maintenant il allait être libéré, voilà, il est loin de Verstappen, il va clairement pas se battre pour le titre, maintenant on peut aller de l'avant. Ça fait plaisir, mais en même temps c'est vrai, c'est 100% vrai clairement. Et Pérez, le problème c'est que il se remet jamais vraiment en question, c'est toujours on a mal fait, on a mal exécuté la qualif, à Melbourne, pareil, c'était sans ce samedi noir où la voiture marchait pas, on aurait marqué des points, etc. Quand on compare à un Leclerc qui, dès qu'il se sort, dès qu'il fait une erreur, est très très autocritique, clairement la différence est assez flagrante. Avec un Perez, c'est jamais de sa faute. Ah ouais, mais bon, mon frérot, la voiture elle marche plutôt bien, je suis désolé, t'as quand même une plutôt bonne voiture entre les mains. Donc à un moment, et puis t'as une bonne équipe aussi, je veux dire, ils te font pas sortir. Ils te font pas des stratégies à la Ferrari où ils te font sortir au dernier moment alors qu'il va pleuvoir, où ils te font sortir dans le paquet. Enfin bref, frérot, t'es plutôt bien. Donc quand tu fais une erreur, tu l'avoues, c'est pas grave, on passe à autre chose. Bref, je m'arrête là pour Pérez. Juste la petite stat que je vous balance avant de passer au sujet suivant. 401 à 16. 401 à 16. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est le nombre de tours menés par Red Bull vs le nombre de tours menés par une autre équipe que Red Bull. Genre toutes les autres équipes réunies. Voilà, ça fait réfléchir. Clairement, ça fait réfléchir. Sinon, si on fait un petit point championnat rapidement, Red Bull est à 287 points contre les 152 de Mercedes. C'est très très loin. Aston Martin, du coup, qui chute à la 3e place ce week-end. On va le voir tout de suite avec une performance un petit peu en deçà des courses précédentes. 134 points pour Aston Martin, 100 points pour Ferrari. Et derrière, c'est loin. Clairement, 40 points pour Alpine, qui se détache quand même, qui va finir un peu dans un no man's land à mon avis, qui se détache de McLaren à 17 points. Suivent As, Alfa Romeo, Alfa Tauri et Williams avec un petit point. Au championnat pilote, Verstappen écrase tout, 170 points, ça fait loin maintenant de Perez à 117. Alonso reste 3e de ce championnat à 99 points. Suivent Hamilton et Russell, Hamilton d'assez près d'ailleurs avec 87. Puis les deux pilotes Ferrari, Sainz et Leclerc, Stroll, Ocon et Gasly complètent le top 10.
On va passer au sujet suivant avec Alonso et Aston Martin. Une course bien plus difficile, un week-end plus difficile, sûrement pas la course et pas le week-end que Alonso aurait espéré en terre natale. Ça a été difficile. Clairement, ça a été assez difficile pour Alonso qui fait une petite erreur en qualif, il sort dans le bac, il abîme son fond plat. On le répare comme on peut avec ces fameux scotch en aluminium. Sauf que ça suffit pas, clairement. Ça manque beaucoup de rythme. Après, ça s'élance loin, je crois. Si je prends mes petits résultats de qualif, voilà, Alonso qui s'élance à la 9e place. Alors, c'est son résultat de qualif. Il s'élance 8e puisque Pierre Gasly a été pénalisé derrière. Mais c'est loin quand même pour Alonso malgré tout. En course, comme on l'a dit en début de podcast, c'est pas l'endroit où se foirer en qualif. Hein, Charles, c'est clairement pas l'endroit où il faut se foirer en qualif. Autant on parle de Monaco, souvent on parle des circuits en ville, etc. Autant, franchement, l'Espagne, il faut vraiment pas partir loin. C'est ultra difficile de remonter, c'est très difficile de dépasser. Et clairement, ça a été le cas pour Alonso, qui fait une stratégie, j'ai envie de dire, assez compréhensible pour les Aston qui partent un peu loin. On va à l'agressif directement, que ce soit pour Stroll ou Alonso. On fait 2 trains de soft et un train de dur. Tous les pneus utilisés par Aston Martin pendant le Grand Prix sont des pneus rodés, sont des pneus déjà utilisés. On s'arrête au tour 19 pour Alonso pour chausser un deuxième train de soft qu'on va emmener jusqu'au tour 44 avant de mettre les durs pour finir la course. Et ça finit fort la course, ça remonte sur Stroll à coup de seconde. Et là, comme par hasard, notre bon vieux Fernand qui prend la radio et qui dit « Vous inquiétez pas, je pousse à fond, mais je vais pas dépasser Stroll. » Mais mon frérot, t'es bien plus rapide que Stroll là. Pourquoi tu le dépasserais pas ? En plus, tu es Fernando Alonso, t'es pas vraiment le plus gros team player de l'histoire, on est d'accord. Tu t'es pas le gars qui reste derrière, tout gentil, je vais pas dépasser. Eh ben si, il est resté derrière, il a pas doublé. Et il a même bien relâché pour pas doubler Stroll. Je pense qu'il y a eu une petite consigne. Clairement, je vois pas comment, de son plein gré, Alonso aurait fait ça. Alors on le sait, depuis le début de l'année, il est en opération séduction, toujours avec Stroll dans les médias. Mais c'est uniquement dans les médias. C'est-à-dire que dans les médias, on dit oui, Stroll, il a pas de chance parce qu'il va très vite cette année. Et tous les week-ends, tu lui colles 5 dixièmes en qualif, voire plus. Quand lui, il échoue en Q1, toi, tu te mets presque sur la première ligne. Et comme ça, d'un autre côté, en interview, tu dis qu'il va vite. De l'autre, tu le détruis complètement sur la piste. Et comme ça, t'es un peu... Ça te remonte finalement en cote. Et c'est ce que fait clairement Fernando depuis le début de l'année. Mais sur la piste, jusque maintenant, il n'avait pas été gentil particulièrement avec Stroll. Là, à mon avis, il devait y avoir une petite consigne. Clairement, pour Fernando, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que on tente clairement de faire... de donner un bon résultat à Stroll, mais qui est garé depuis le début de l'année, qui nous le montre. Ça va pas, ça va clairement pas face à Alonso, il n'a pas le rythme. Là, ils sont sur les mêmes stratégies, un peu. Alors, Stroll s'arrête un peu avant pour son dernier relais, il s'arrête 10 tours avant, donc il a un peu plus de tours sur les gommes. Mais bon, en attendant, les 2 relais d'avance sont plus courts qu'Alonso sur les softs, donc c'est peut-être là qu'il aurait dû prendre de l'avance aussi. Et puis, de toute façon, 34 à 66 en pneus durs, c'était largement jouable. Il y en a qui ont fait bien plus. Donc, j'ai envie de dire, un peu compliqué, mon ref. Un peu compliqué. On va donner un bon résultat à Stroll, alors que, je vais pas dire qu'il ne le mérite pas, mais un petit peu. On l'a dit quand on parlait du Grand Prix de Monaco. Alonso, il est facile. Enfin, il est facile. Il est très facile dans cette Aston, et il nous donne vraiment l'impression qu'elle est vraiment rapide. Stroll, pas du tout. Alors que un Esteban Ocon l'année dernière nous a montré qu'Alonso était battable. J'ai envie de dire, on peut aller se frotter à Fernando Alonso, on peut battre Fernando Alonso. Stroll, faut step up. Clairement, faut step up parce que là, ça va pas du tout. Bref, rapidement, les Alpines, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les Alpines. Un petit peu comme les Ferrari, et contrairement aux Mercedes, ça a été plutôt rapide, voire très rapide en qualif.
Beaucoup plus difficile en course, pas vraiment de rythme pour les Alpines en course. Ocon finit quand même 8ème et Gasly 10ème en profitant de la pénalité infligée à Yuki Tsunoda. Mais bon, par rapport à la P4 de Gasly en qualif, énorme perf en qualif pour Gasly. Malheureusement, il gêne sans vraiment le vouloir Sainz et Verstappen sur leur tour rapide. Il prend donc 2 fois 3 pénalités, enfin 2 fois 3 places de pénalité. Il se retrouve donc loin sur la grille. Au départ, en plus, ça se bouscule un petit peu. C'est un petit peu le bordel, j'ai envie de dire, pour Gasly au départ. Il se retrouve donc 14ème. De là, très très difficile. Honnêtement, on a eu les deux poteaux, Gasly et Leclerc, qui ont été tout le temps ensemble sur la piste. Leclerc qui finit d'ailleurs 11ème juste derrière lui. Ça a été, voilà, ils ont été dans une galère les deux, invraisemblable. De son côté, Ocon fait une course un peu plus tranquille puisqu'il part de plus haut sur la grille. Mais ça manque quand même de rythme. La tenue des gommes n'était pas exceptionnelle sur l'Alpine. Pour preuve, les stratégies, Ocon ne tient ses softs que 13 tours. C'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a que Joe qui s'arrête plus tôt que ça dans le top 10. Ça passe des médiums ensuite pour finir la course à partir du tour 35 sur des pneus durs. Pourquoi pas, Gasly fait soft, médium, dur, tout comme Ocon, en faisant juste durer son premier relais plus longtemps. Stratégie, ma foi, compréhensible, j'ai envie de dire. On essaye d'être le plus rapide possible, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à faire d'un point de vue stratégique pour aller chercher des plus de points. Ça marque quand même des points, 8ème et 10ème, on marque des points. Ça se détache un peu de McLaren qui vit un week-end noir, enfin un dimanche noir plutôt. Donc voilà, ça se tient plutôt pour les Alpines. Un rythme de course un peu moins bien, mais une grosse perf encore en qualif, donc à surveiller pour le reste de la saison. Je voulais parler rapidement de McLaren avant de terminer sur Ferrari. McLaren qui, de nulle part, sort une P3 en qualif avec Norris qui clairement surperforme. Les deux McLaren en Q3, comme on l'a dit tout à l'heure. Piastri donc qui devance Perez au moment des passages en Q3. Et surtout la grosse perf, la 3ème place de Norris en qualif. Énorme. Alors lui-même ne savait pas trop d'où ça venait. Par contre en course, malheureusement, contact avec Hamilton dès le deuxième virage. On arrache l'aileron, on s'arrête et à partir de là, on est loin derrière. Ensuite, ça manque de rythme en course, clairement, pour les deux McLaren. Et malheureusement, à partir de là, c'est la sauce absolue pour les McLaren. Norris qui termine 17ème avec un Piastri qui termine 13ème. C'est dur, clairement c'est dur. Et je pense que la McLaren peut faire des coups d'éclat sur un tour. Mais sur le rythme de course, c'est encore très très loin. Bref, voilà pour McLaren, c'était très rapide. Ferrari. Alors, Ferrari. Par quoi commencer? Ça avait amené des nouvelles pièces ce week-end, des grosses évolutions, notamment au niveau des pontons. Pontons plus proches de ceux de la Red Bull, avec un effet downwash qu'on appelle. Donc on amène l'air très vite vers le bas de la monoplace, vers le fond plat, plutôt que de l'amener vers le fond plat et les suspensions, plutôt que de l'amener vers l'aileron. Ce qui était un petit peu l'objectif des baignoires, de ces fameuses grandes baignoires de Ferrari. Pour l'instant, ça marche ou pas, on ne sait pas. En tout cas, un petit peu comme à Miami, on a une voiture qui est absolument pas constante. Leclerc qui fait dur, soft, dur. Stratégie très bizarre, vous me l'accorderez. Mais surtout, le gros problème, c'est que Leclerc, son premier relais en dur et son 3e relais en dur lui aussi, donc sur les mêmes pneus, avec la même voiture. Certes, un peu moins d'essence, mais sinon, c'est quasiment la même voiture. Et les deux sont complètement différents. On n'a aussi pas les mêmes comportements suivant la voiture de Carlos et la voiture de Charles. Quand on prend le premier relais de Charles en dur, il est catastrophique. Quand on prend le dernier relais de Charles, lui aussi en dur, il est super. Comment? Je sais pas. En fin de course, c'est beaucoup plus rapide que Pierre Gasly. Malheureusement, Espagne, lol, on peut pas passer. Je sais pas quoi dire. Honnêtement, je sais pas quoi dire pour Leclerc, qui en plus fait un 19e temps en qualif. Un 19e. 19e. C'est waouh. C'est très très loin et on n'a pas d'explication. Leclerc dit que clairement il y avait un problème sur la voiture, il sait pas quoi, mais le train arrière était catastrophique et la voiture tenait pas la route. On a changé donc tout le train arrière, on part des stands pour le dimanche du côté de Leclerc, on a changé tout le train arrière pour être sûr.
Mais bon, clairement, il y a un problème. D'autant qu'on voit que la performance voiture, elle est là, puisque ça fait la P2 pour Carlos en qualif. P2 j'ai envie de dire, à nuancer, parce que, mine de rien, les écarts sont très serrés et à pas grand-chose, à quelques dixièmes, on se retrouve vite fait P5 ou P6. Et à ce moment-là, tout de suite, dans l'imaginaire des gens, enfin dans la tête des gens, P6, bon, c'est nul. P2, c'est bien. Mais ça se joue à très très peu, à part les Red Bull qui sont un peu devant. Et encore, en qualif, l'écart est pas si énorme. Même si, à souligner quand même que Verstappen en Q3 était sur un deuxième tour qui allait être très très vite. Au final, il met que 3 dixièmes et demi à Sainz, mais ça aurait pu être bien plus, à mon avis. Donc, faut retenir ça. Ça aurait pu être bien plus. Il avorte sa dernière tentative parce que il n'y avait pas besoin. Tout simplement, il était en pole. Personne ne pouvait aller le chercher. Donc, ça fait une belle perf pour Carlos. 19e pour Leclerc. Donc, il y a carrément un problème. À la régulière, là, je crois qu'il y avait plus d'une seconde entre Leclerc et Carlos. Leclerc prend pas une seconde face à Carlos. Clairement. C'est pas possible. Donc, il y avait clairement un problème. Quoi on saura peut-être un jour. En tout cas, pour l'instant, on n'avait pas trouvé le problème. C'est pour ça qu'on a changé tout le train arrière du côté de Leclerc. Parce qu'on n'avait aucune idée du problème. Donc ça, c'est chaud. Ça, c'est compliqué. On va se poser à l'usine. On a 2 semaines d'ici à ce qu'on se rende au Canada pour le prochain Grand Prix. Il va falloir analyser et comprendre pourquoi. Parce que c'est ça le problème, c'est que la voiture, ils ne la comprennent pas. Pour l'instant, ils ont beaucoup de mal à la comprendre. Un peu comme à Miami, je vous dis, les relais, c'est les mêmes pneus, mais ça réagit pas du tout pareil, donc il y a vraiment un problème sur la Ferrari. Du côté de Sainz, pas grand chose à dire, j'ai envie de dire, en course, c'est très difficile, on l'a vu, il tient pas les gommes, il disait qu'il avait du rythme sous la main, mais clairement, il en avait pas, ou en tout cas pas beaucoup. Ça finit 5e, impossible de défendre face à Perez en fin de course, pas grand chose à faire, stratégie classique, j'ai envie de dire, on se mouille pas, on fait pas d'erreur stratégique au niveau de Carlos Sainz. Soft, medium, dur, bon, pas grand chose à faire. Il n'y avait pas le rythme pour faire plus. De toute façon, l'avantage c'est que ça finit quand même devant les Aston. C'est déjà ça de prix. On va rapidement finir avec nos Français en F2. Théo Pourchaire et Victor Martins qui terminent tous les deux sur le podium en course sprint, 2e et 3e. Un peu plus difficile pour Théo en course longue. Et Victor qui lui termine sur le podium. C'est bien, enfin ça commence à vraiment montrer son potentiel sur les courses longues. C'est très positif. En IndyCar, ça a été difficile. Romain Grosjean qui malheureusement est sorti en course. Abandon. Et Pagenaud qui termine Simon P13. Donc voilà, assez compliqué de ce côté-là, outre-Atlantique. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Canada. D'ici là, suivez-moi sur Instagram, TikTok et en shorts pour plein de petites vidéos. Il y en a plein d'ailleurs qui arrivent. Donc abonnez-vous. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis portez-vous bien d'ici la prochaine. Ciao ciao.